Bonsoir, chers tous. Content de vous retrouver dans votre émission La Quotidienne. Ce soir, je suis accompagné de mes ravissants chroniqueurs. Bonsoir, Jérémy. Bonsoir Bernie. Comment Je vais bien, merci. la mi-journée, ça a été? Ouais, ça a été un peu trop ensoleillé, mais bon, on a résisté. Et tout à l'heure, je vous ai vu dormir. Ouais, la fatigue. Une longue journée qui a commencé un peu depuis 6 heures du matin, sans interruption. J'espère que vous n'avez pas coupé la nuit. Non, non, non. Florida, bonsoir. Bonsoir Bernie. Comment allez-vous? Très bien. À la Toujours grâce de Dieu. ravissant. Le secret, Le sourire, le sourire. au-delà de la fatigue. Toujours garder le sourire. Voilà. Nous allons parler ce soir sur la thématique les noces funèbres. Qu'est-ce que les noces funèbres? Déjà, quand on parle de noces funestes, il y a déjà la figure de style ou la figure de rhétorique que l'on appelle l'oxymore. Yes. Ça mélange deux thèmes ou deux expressions de sens contraire. Quand on parle de noces, ça fait simplement référence au mariage, à une célébration heureuse, l'union de deux personnes. Et lorsque l'on parle de funeste, c'est simplement quelque chose de lugubre, quelque chose de triste, de douloureux. Donc, par noces funestes, on peut simplement entendre le mariage entre un mort et un vivant, que l'on appelle trivialement au quartier le fait d'épouser le corps. Autrement dit, le fait pour un homme d'épouser sa conjointe, autrement dit, en d'autres termes, sa concubine décédée. Florida, C'est tout simplement ce que Jérémy venait de dire. Les noces funestes, c'est associer deux mondes différents. C'est-à-dire qu'on exige à un partenaire, au partenaire d'épouser la défunte, vu que de son vivant, les choses n'ont pas été faites selon les normes qu'il devrait, en fait, selon lesquelles le prétendant devrait épouser sa prétendante. Donc, je crois que c'est une culture. C'est une culture dans nos traditions africaines de souvent réagir comme ça. africain, Oui. dit africain, les valeurs. Oui, on a nos us et coutumes. Généralement, dans certaines ethnies, il y a ce qu'on appelle généralement épouser le corps de ces différents conjoints qui sont soit le concubinage, soit en union libre. Généralement, lorsque ces derniers venaient à disparaître, bien mourir, c'est la famille qui épousait le corps. Est-ce que c'est normal? Déjà, la pratique, vous savez, la coutume, c'est une pratique récurrente, reconnue comme étant du droit, reconnue comme étant quelque chose qui régit les rapports des personnes en société. Donc, lorsque l'on a constaté qu'à travers la coutume, des personnes, des hommes, ont été contraints à épouser leur concubine décédée, ça montre ici simplement les effets que produisent le concubinage du point de vue de la coutume. Voilà. Donc, comme Florida l'a dit tout à l'heure, le fait pour un homme de vivre avec l'enfant de quelqu'un pendant des années, sans être passé par, non fût-ce que le mariage coutumier, qui est aujourd'hui en République gabonaise, reconnu par la loi, autrement dit, légalisé. Donc, le fait de vivre avec une personne pendant des années, sans l'épouser au mariage coutumier, sans non plus aller à l'état civil, ou encore non fût-ce que faire des fiançailles. Même le coco. Ou le cococo. Voilà. Généralement, le cococo et les fiançailles, c'est la même chose. Oui, c'est parfois la même chose. On dit que quand le cococo n'attire pas trop de gens, c'est pas les fiançailles. Et lorsque le cococo attire beaucoup de gens, ce sont les fiançailles. Mais bref, en fait, ici, on nous montre que la tradition nous enseigne que on ne va pas vivre avec l'enfant de quelqu'un, avec la fille de quelqu'un, parce que quand on parle du mariage funeste, c'est toujours à l'égard des femmes. Le fait qu'on épouse une femme partie ou décédée. Donc, on va vivre avec une femme dans la maison, on va l'exploiter pendant des années, on va même lui donner des enfants, elle va s'engager corps et âme, elle va œuvrer pour l'évolution du ménage, mais en contrepartie, après 15 ans, 20 ans de concubinage, il n'y a rien. Ces situations frustrent souvent la famille, les parents,
de la demoiselle. Et ce qui fait que la tradition, dans ses affres, a parfois prévu des régimes de sanctions tels que le mariage funeste. C'est comme pour dire aux gens, c'est comme pour dire aux hommes, oui, sors bien avec ma fille, exploite bien ma fille, il y a des conséquences mais le lourdes. jour que si ma fille meurt sous ton toit et que tu n'as pas daigné poser des bons actes tels que le mariage, nous allons te récupérer le jour que nous allons célébrer le jour de la sortie du corps. Bon, déjà, moi, je vais aller sur un fait pratique que j'ai vécu en semaine, donc le week-end. Et c'était l'ethnie Ipounou, parce qu'on dit qu'on ne dit pas pour nous, on dit Ipounou. Et j'ai vraiment été choquée parce que j'ai souvent entendu parler des noces funestes, mais je ne l'ai jamais vécu en live. Donc, je ne vais pas citer les noms des concernés. Ouais. Donc, le monsieur a vécu avec sa concubine pendant 33 ans. Wow. 33 ans de vie commune. Je ne dirais pas union libre parce que quand on donne l'expression union libre, c'est que au moins concubinage, au moins on sait que des personnes vivent ensemble, mais union libre, c'est vrai qu'il n'y a pas d'alliance, mais chaque partenaire est libre de vivre comme il veut dans le couple. Même s'il y a une autorité voilà, dans le couple, mais ils ont vécu 33 ans ensemble et ils ont eu un enfant. Et malgré ça, il n'y a même pas eu le cococo, comme on l'a dit. Il n'y a pas eu de fiançailles, rien. Et le monsieur, je vous assure que les coutumes sont très exigeantes. J'étais traumatisée parce que la manière dont les beaux-frères, en fait, le réprimandaient durant la soirée, c'était vraiment terrible. Ouais, c'est parfois humiliant. Voilà, c'est très humiliant parce qu'ils n'avaient pas un mot à dire, déjà. Ils ne pouvaient que subir. Voilà. Donc, on a exigé à ce qu'ils donnent 5 pagnes, quelques liqueurs et 500 000 sur le champ, en fait. Et il fallait voir comment les frères du défunt étaient en train de... Les frères de la défunte étaient en train vraiment de l'exiger à ce que la somme doit sortir automatiquement aujourd'hui. Et ils ont fait sortir cette somme avant le lever du jour. Ils ont déboursé les 500 000, ils ont déboursé les pagnes, je ne sais pas par où. Sûrement, ils se sont préparés parce qu'ils savaient. Naturellement, voilà, ils se sont préparés. Donc, chaque individu, vraiment, chaque Africain connaît vraiment les tombées des traditions. Et c'est pour dire que ça existe. Ça existe. Ça existe vraiment et je l'ai vécu le week-end. Vraiment, c'est pas vraiment bien. Et puis, ce sont des alliances, en fait, que l'on tisse. Parfois, quand on dit on épouse le corps, c'est-à-dire que tu épouses le corps. C'est-à-dire qu'il y a des liens qui vont te poursuivre. La femme, ta de fin te poursuit, elle est toujours à tes côtés puisque tu l'as épousée. C'est un mariage. Moi, je pense que c'est une connotation, une acception un peu négative de la chose. Vous savez... Quand on a décidé de vivre 33 ans avec une personne, c'est qu'en réalité, on l'a épousée. Que cela se soit fait de façon légale ou pas, on l'a épousée. Parce qu'on lui a donné notre vie. 33 ans, c'est la vie, c'est toute la vie d'une personne. Vous voyez un peu. C'est toute la vie d'une personne. Donc, le mariage, les noces funestes, ici, là, auront simplement pour but, moi je pense que c'est une forme d'excuse à l'égard de la personne partie. Vous voyez, c'est une sorte d'excuse. La personne, c'est-à-dire le concubin, va apporter des présents à la famille de la disparue pour lui présenter des excuses, pour lui dire « Désolé de tout le temps que je n'ai pas pu ou que je n'ai pas réalisé l'importance du mariage. Aujourd'hui, même s'il est trop tard, voilà quand même des présents pour m'excuser. » Vu qu'on dit que les morts ne sont pas morts, c'est également une forme d'excuse à l'égard de celle partie, même si le matériel apporté ne signifie en réalité rien. Le simple fait d'épouser, à mon humble avis, le simple fait pour moi d'épouser quelqu'un parti ne veut pas dire qu'on tisse un lien. Je dirais peut-être même qu'on rompt les liens ici. Ça peut aussi avoir la connotation de rompre les liens. C'est comme ça que je peux aussi entendre ça. Ça ne fait pas que tisser les liens entre le concubin et la concubine disparue. Ça peut ici également rompre les liens. Mais monsieur Jérémy, on dit épouser. Oui, on épouse le corps. Épouser. Déjà que l'on dit que il n'y a pas de lien entre la vie, la vie et la mort. Naturellement. Donc, naturellement. Moi, je pense que épouser, c'est l'expression utilisée.
Hein, c'est l'expression utilisée. C'est quelque chose que l'on dit pour juste qualifier les faits, pour qualifier les actes. Ça, c'est ce que je pense. Jérémy, vous dites que vous avez le corps et une manière de s'exprimer. Généralement, ça peut être une manière de s'exprimer. Ça peut être une manière. Quand on épouse le corps déjà, bien que la connotation d'épouser le corps a des coups déjà, c'est exagéré. Voilà, c'est exagéré. Et nous sommes africains, quand déjà d'épouser une personne qui est parue, c'est une malédiction. Pourquoi? Parce que de son vivant, vous n'avez pas pu régulariser sa situation. Oui. Et lorsqu'on te dit d'épouser le corps, il n'y a pas, ça n'a pas, forcément il n'y a que des inconvénients. Pour moi, il n'y a que des inconvénients. Ah, pour vous, il n'y a que des inconvénients. Mais bien sûr, parce que le corps, la personne qui est allée là, c'était moi. Est-ce qu'on va embrasser le cadavre? Bien sûr. Non, hein, j'ai suivi un film de Melchior Obiang où on nous montrait les réalités du veuvage. Ah oui. Voilà, du veuvage chez les Fonds, je crois. C'est quoi? C'était l'ethnie. Et la personne a dormi. L'épouse, c'était une femme qui a perdu dans le film, la femme qui a perdu son époux. Oui. Et la tradition exigeait à ce qu'elle dormait avec son époux. Donc, elle a fait 3 nuits sans se laver, sans se doucher. Elle dormait avec le défunt. Il y a des choses qui sont terribles. Ça, là encore, c'est quelque chose que moi, je ne maîtrise pas. Ah, voilà. Et puis après, si je dis que ce sont des conneries, on va dire que lui, il est déraciné, on va dire que lui, il pense façon. Moi, pour revenir à proprement parler dans le sujet, c'est vrai, à première vue, la connotation n'est que négative. Le sens qu'on pourrait donner à cela n'est que négatif. Je suis tout à fait d'accord. Mais nous sommes des intellectuels, nous sommes des penseurs. On ne doit pas avoir un point de vue cramponné ou absolument braqué sur quelque chose. On ne va pas dire que moi j'ai pensé ça, ce n'est pas du dogmatisme. Vous savez, la même tradition qui sanctionne, c'est la même tradition qui protège. C'est comme on dit, c'est la même chose que le droit, non? On dit dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Mais la même loi qui est dure aujourd'hui, c'est la même loi qui protège la personne d'un dommage. Et c'est la même loi qui sanctionne l'auteur d'un dommage. C'est la même chose que pour la coutume, autrement dit, la tradition. Quelqu'un, permets-moi Bernie, un homme qui a vécu 33 ans avec une femme, qui ne l'a pas épousée, qui sera sanctionné par la coutume en épousant le cadavre. Mais cette union-là, les présents qu'il remet, permettent d'une fois aussi, peuvent permettre, je raisonnerai ici par hypothèse, pourraient permettre ici de peut-être blanchir le type afin que, après les obsèques, on ne puisse pas le retracer, on ne puisse pas le pister pour avoir affaire à sa vie, en fait. Jérémy, ce n'est pas plus douloureux. Au temps de son vivant, vous n'avez pas pu, au fait, régulariser cette situation en emportant l'épargne, les présents, etc. Et c'est pendant que la personne est morte que on vous dit de régulariser la situation. C'est un peu vraiment, c'est dur. Et vraiment, pour moi, épouser le corps, normalement, on ne devrait pas le faire. Je suis d'accord. Ouais, mais pourquoi on le fait? Parce qu'il y a des hommes, là j'interpelle les hommes, il y a des hommes qui sont avec des demoiselles, qui vivent avec des demoiselles, sans pourtant régulariser leur 33 ans, comme a si bien dit Florida, c'est pas 33 ans. C'est pas encore né. Hein, c'est toute une vie d'ailleurs, mais nous tous, on n'était pas nés. C'est toute la jeunesse de cette dernière. Oui. Donc, même si tu ne vas pas à ce qu'on appelle à l'état civil, il est important. Pour moi, et déjà qu'on a légalisé la coutume, n'est-ce pas? Voir les parents de cette dernière. Faire les cococos, les fiançailles, aller même jusqu'à la coutume. Puisque aujourd'hui, le mariage coutumier est légalisé. Oui. Voilà. Donc, on ne va pas attendre que la personne puisse décéder. Et voilà, c'est bien ce que tu dis. Le mariage coutumier aujourd'hui est légalisé en République gabonaise. Ça donne encore une force de plus aux personnes qui ont peur d'aller à l'état civil, parce que cela va impliquer le fait de louer une grande salle pour célébrer la soirée à l'issue du mariage de l'union devant le maire ou l'officier d'état civil. On peut simplement réunir les familles, on prépare une dot et puis après on l'épouse. On peut préparer maintenant le mariage civil après 10 ans, après 20 ans, mais l'essentiel c'est que
au nom du peuple gabonais, devant le peuple gabonais, le mariage se soit fait de façon coutumière. Les esprits qui s'y trouvent dans les deux familles se sont accordés. Tout à fait. Et puis après, on est tous protégés. Déjà que, qui dit légalisation du mariage coutumier, revient simplement à dire que le mariage coutumier a les mêmes effets juridiques que le mariage à l'état civil. Ça veut dire que la femme est alignée à la succession, l'homme est aligné à la succession de la femme. Ça veut dire que les deux sont protégés, les deux ont... Voilà, tout est bien fait. Mais moi, je reviens sur ce que moi je disais là. Oui. Voilà. Moi, je pense que les noces funestes ont comment dirais-je, ont deux effets. Sanction et protection. Parce que si quelqu'un refuse d'épouser le cadavre ou d'épouser la personne disparue, les parents vont dire c'est pas grave. Moi, on sait qu'ils vont lui préparer sans doute un boomerang. Parce que nous sommes des Africains. Donc, il a vécu avec notre fille pendant 33 ans. Il n'a pas épousé. Et puis, par la suite, on lui demande de venir, ne fût-ce que déposer des présents pour s'excuser de n'avoir pas épousé notre fille de son vivant. Il refuse. On sait qu'en Afrique, on va facilement préparer un boomerang pour la personne. Autrement dit, un CPT, comme on dit communément. Donc, je me dis peut-être que le simple fait d'accepter d'épouser la personne disparue, tout en apportant les présents, tout ça là, peut également faire cesser un futur conflit. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi je dis que ça peut avoir un aspect positif et négatif. Négatif parce que c'est lugubre d'épouser quelqu'un qui est là inerte, quelqu'un qu'on a soi-disant aimé, quelqu'un qu'on a soi-disant chéri, qui s'est investi pour nous. Et ce serait difficile, ce serait fou en fait d'épouser cette personne-là lorsque elle est inerte, elle ne respire plus, elle n'existe plus. Mais les personnes qui sont confrontées à cette situation, quand je leur dirais, ne résistez pas, vous êtes obligés d'épouser cette personne-là. C'est une forme de protection pour vous aussi. Le simple fait d'apporter des présents montrera que vous êtes désolé de n'avoir pas été conscient ou de n'avoir pas eu le courage de faire les choses en bonne et due forme. Et si vous apportez un présent aujourd'hui, c'est pour vous excuser, mais également demander pardon à la personne qui est partie. Si elle est partie avec un cœur amarré, un cœur serré, le cœur pourrait être desserré du fait d'apporter les présents durant son absence, mais avec tout le respect, avec tout l'amour et avec toute la considération. D'accord. Florida. Juste encourager ces hommes-là, vu que la sanction ne revient qu'aux hommes apparemment. Bien sûr. C'est rare d'entendre que c'est la femme qui... Oui, au Gabon, n'est pas... Généralement, c'est l'homme qui va vers la femme. Parce qu'il n'y a pas de polyandrie au Gabon, c'est la femme n'épouse pas. C'est vrai que la polyandrie, ce serait la femme pour le faire pour une femme. Mais ça existe en même temps. Épouser plusieurs femmes, plusieurs hommes, pardon. La polyandrie au Gabon serait, en fait, en droit, serait le fait d'une femme d'épouser plusieurs hommes à la fois, un ou deux ou plus à la fois. Mais la polyandrie n'existe pas chez nous. La loi ne reconnaît pas ça. Ça veut dire que, les noces funestes n'ont qu'un seul sens, l'homme vers la femme et non la femme vers l'homme. Et voilà, donc déjà que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc les hommes, prenez vos responsabilités parce que ça rattrape, vraiment ça rattrape. Et quand même, votre dignité en dépend. Vivre avec une femme sans pourtant faire ni fût-ce que les présentations, on ne te connaît pas parce que le monsieur disait lors de la veille, il disait mais on ne t'a jamais vu, papa ne te connaît pas, maman tu ne venais que dans la douche. Donc vous voyez que c'était quelque chose, en fait on ne le connaissait pas dans la famille. Donc du coup même s'il le connaissait, mais la tradition, on va dire quoi, les valeurs de la famille, ils n'étaient pas en phase avec ça. Tout à fait. Donc c'est une façon de dire à ce monsieur, mais on ne te connaît pas. Ce n'est pas parce que quand on a eu des mariages, tu as participé. Voilà. Ce n'est pas parce que qu'on a voulu vous avez faire fait quelque des chose. enfants Ce n'est pas parce que vous avez fait des enfants. Non, on ne te connaît pas. Bien sûr. Comme on dit aussi communément, qui a mangé? Personne n'a mangé. Donc on ne te connaît pas. Voilà. Donc c'est tout simplement dire cela. Et puis aussi, moi je voulais renchérir en disant, vous qui avez déjà fait plus de 5 ans, vous vivez dans les maisons avec les enfants d'autrui là. On a vu avec l'arrivée du Covid, de la Covid. Ah oui, que les mariages sont très moins chers. On pouvait aller rapidement se marier en cachette. Ne fût-ce que ça. Et puis après, appeler la famille pour dire que non, nous on est en train de se cotiser, mais le maire nous a déjà légalisé. Vous pouvez faire ça. Je vous assure, vous pouvez faire ça. Ne fût-ce que pour votre propre protection. Jérémy,
des hommes que l'accent est plus pointé sur les hommes. C'est les hommes qui vont vers les femmes. Moi-même qui parle là, ça m'interpelle. Bien sûr. Donc, il est important en fait, de légaliser et donc, la situation. voilà, sa situation, régulariser sa situation amoureuse. Et voilà. Pourquoi? Parce que non seulement déjà le mariage est légal, donc on a légalisé le mariage, c'est pour la sécurité de vos enfants, oui. votre sécurité. Oui. En cas de, on sait déjà que ce dernier est venu chez les parents, voilà, se présenter. Oui. Donc, ici aussi, on va interpeller les demoiselles, les femmes, parce que c'est les femmes aussi qui font en sorte que les hommes ne vont pas chez les parents. Oui. C'est aussi un fait, bien sûr. Parce qu'il y a souvent des hommes décidés, oui. Il y a souvent des hommes engagés qui veulent. Oui. Mais on peut tomber sur des femmes qui retardent l'échéance. Oh, pourquoi tu es pressé? Oui. Peut-être parce que elle a un jeu de jambes. C'est-à-dire que pendant qu'elle est en concubinage avec un homme, elle voit ailleurs. Elle peut avoir des trucs comme ça, ça peut arriver. Ou encore, elle se dit que l'avenir n'est pas si prometteur avec lui. Donc, je ne veux pas qu'il aille déjà dire à mes parents qu'il veut m'épouser. Je ne veux pas qu'il franchisse déjà cette étape. Tandis qu'il y a un autre qui me fait les beaux yeux dehors. Lui, avec lui, j'ai l'impression que tout sera beau. Et puis après, et finalement, l'homme qui lui fait les beaux yeux dehors s'intéresse à une autre, l'épouse. Elle est obligée, elle est contrainte de rester avec celui qui a toujours été avec elle. Et ce dernier, qui était décidé il y a 5 ans, perd l'engouement, perd ses objectifs. Les difficultés financières arrivent, des problèmes sur problèmes. L'idée de mariage ne traverse plus son esprit. Et puis après, le temps s'écoule. Donc, le temps s'écoule, ça s'écoule, ça s'écoule. Et puis après, on oublie le mariage. Oui. Jérémy, je veux chuter. Il y a un autre point aussi. Il y a des femmes qui ont perdu leur père, leur mère, de père et de mère. Oui. Donc, se disent que pourquoi aller dépenser tant d'argent si et seulement si mes parents ne sont plus là. C'est Florida qui peut répondre à cette question. Ce qu'ils oublient, c'est que même si les parents ne sont plus là, il y a toujours des parents. Il y a des oncles, il y a des tantes, bien sûr. etc. etc. Personne n'est venu seul sur terre. On n'est pas tombé du ciel. Voilà. Nous sommes une famille africaine. Une famille élargie. Une famille élargie. Et d'ailleurs, même en parlant de famille, même chez les Blancs, le droit que nous avons calqué, autrement dit le mimétisme qui s'y applique, il faudra savoir que la famille, on connaît qu'il s'agit du père, la mère et les enfants. Mais au moins, la famille s'étend également à ce qu'on appelle les cousins germains. Ça veut dire que quand un enfant français est né, il a son père et sa mère, mais le frère même père, même mère de son père ou de sa mère, de son parent direct. Et les enfants que ce dernier font sont des cousins germains, sont des cousins directs. Vous voyez que même en France, qui parlent des familles restreintes, reconnaissent d'ailleurs le mot cousin. Ça n'a pas été créé en Afrique, c'est en français. C'est vrai que ça existe dans nos langues africaines, mais eux également, en dehors de la famille du père et la mère, qui est la famille restreinte, ils connaissent également la famille élargie, parce qu'ils ont ce qu'on appelle cousin germain, autrement dit, mon cousin, dont son père et même père, même mère, son père et même père, même mère avec mon père ou avec ma mère. Vous voyez quoi? Donc, Florida, que penses-tu des femmes réfractaires qui ne veulent pas aller, que leur conjoint puisse se présenter chez les parents? Un conseil. Déjà, l'idée n'est pas réfléchie. Moi, je prends toujours des exemples que je vis au quotidien. La quotidienne est là pour parler des choses que nous vivons réellement. Je prends l'exemple de ma grande sœur. Je fais un coucou à Madame Witi. C'est une grande sœur qui a perdu son papa et sa maman. Donc, elle est orpheline des papas, de ses parents biologiques. Mais elle n'a pas eu la mentalité de dire que si un prétendant venait à elle un jour, du moment que mes parents sont décédés, je ne vais pas me marier, pour ne pas bénéficier de cette richesse-là à ceux-là qui ne m'ont pas élevée. Donc, comme disait Jérémy, la famille n'est pas seulement ceux-là qui nous ont engendrés.
Donc, du coup, partager cet avis de dire que parce que mes parents sont décédés, il ne faudrait pas que je... C'est pas mon oncle, ma voilà, tante qui vont manger cette la famille, grosse somme d'argent. C'est la mais famille. Non, ça reste la famille. Comme pour renchérir, nos parents biologiques sont nés des parents qui ont les mêmes caractères, ou bien le même groupe sanguin que les oncles. Donc, du coup, c'est toujours la famille. Ouais. Au-delà du fait que les caractères soient bizarres ou bien réfractaires, mais ça reste la famille. Donc, les arguments, ça dépend maintenant de la manière à laquelle la personne s'est comportée avec la dernière. Là, on peut comprendre s'il y a des blessures émotionnelles, s'il y a eu un très vilain caractère, un mauvais comportement, là, on peut comprendre. Le cas de viol, par exemple, voilà, des situations vraiment très difficiles. Mais ce ne sont pas des raisons pour ne pas faire bénéficier de cette richesse-là à nos parents qui ne sont pas nos parents biologiques. Ouais. Jérémy, quel est le conseil que tu pourras donner aux hommes qui tardent à épouser leur femme? Le conseil que je pourrais donner à ces personnes, et le conseil que je me donnerai à moi-même, parce que je ne suis pas encore marié, égalisons-les, faisons les choses en bonne et due forme. Voilà quoi. Même si le mariage n'est pas grandiose, même si on n'a pas mis 80 millions pour le mariage, ce n'est pas grave. Faisons les choses en bonne et due forme pour être protégés de façon traditionnelle et devant la loi. Oui. Voilà quoi. Donc, chers téléspectateurs, vous avez si bien écouté, parlions des noces. J'espère que chez vous, vous avez pris acte de ce qui a été dit et vous allez régulariser la situation de vos parents. Donc, nous allons passer à la rubrique, à la chronique art et culture. Florida, qu'est-ce que tu... Aujourd'hui, nous restons toujours dans la thématique du mariage. Déjà que la semaine dernière, nous avons abordé le mariage chez les jeunes. Oui. Mais en même temps, quand on rentre dans le mariage, il y a des éléments symboliques que la femme porte souvent lors du mariage coutumier. Il y en a tellement. Elle a la corbeille, elle a l'éventail, elle a le panier, il y a l'encrume, voilà, que nous avons dans les mariages coutumiers. Mais aujourd'hui, nous parlerons tout simplement du panier. Le panier que la femme porte sur le dos. Du panier. Oui, le port du panier dans les mariages coutumiers. Très chers téléspectateurs, on se retrouve tout à l'heure après la... Chers téléspectateurs, pour ceux qui nous rejoignent sur l'émission La Quotidienne, sachez que nous parlions de les noces funestes. Florida, la chronique art et culture. On continue. Voilà, comme je le disais tantôt, aujourd'hui nous parlons de la symbolique du port du panier dans les mariages coutumiers. Donc, qui porte le panier, c'est la femme. Et chaque élément que porte la femme est très symbolique dans les mariages ou dans la vie en général, c'est-à-dire que dans la tradition. Maintenant, pourquoi le port du panier? Qu'est-ce que cela signifie ou bien qu'est-ce que cela traduit chez nous en Afrique? Donc, le port du panier, c'est tout simplement le fait que la femme est celle-là qui, peut-être l'expression sera un peu exagérée, c'est celle-là qui stabilise le foyer, vu que c'est elle qui encaisse un peu les coûts de la vie, s'il faut me permettre l'expression. Donc, nous voyons par exemple le port de la grossesse, la douleur de la grossesse, c'est la femme qui porte l'enfant et qui subit toutes les douleurs de 9 mois. Ouais. Mais aussi, il y a les travaux. Déjà, il y a les travaux domestiques, même si on dit que c'est normal. Déjà, c'est normal pour une femme de faire ça. Donc, c'est compliqué. Il y a le fait de préparer, le fait de faire la vaisselle, le fait de faire la lessive. Ouais. Et non seulement les problèmes par-ci aussi qui peuvent aussi arriver dans le couple, mais ça aide d'avoir l'attitude zen, d'avoir l'attitude positive, de manière à ce que de garder le couple toujours dans le bon chemin. Mais aussi, si on regarde bien les paniers, il y a des trous. Ben voilà, je voulais en venir. Il y a des trous sur le panier que la femme porte, c'est-à-dire que c'est aussi très explicatif, on va dire quoi, explicatif. Voilà. Oui. Pourquoi les trous sur le panier? C'est tout simplement pour que la femme ne puisse pas considérer tous les coûts de la vie. C'est-à-dire que peu importe ce qui pourra arriver dans le foyer, ces problèmes ne seront pas stagnés dans le panier. Ça va tout simplement redescendre sur terre, ça va tomber en fait. C'est-à-dire que si on met de l'eau, ça ne va pas contenir cette eau-là, l'eau descendra dans le sol. Donc c'est un peu
pour que la femme banalise toutes les situations difficiles qu'elle pourra rencontrer dans son foyer. Voilà pourquoi le panier, il est troué. Super. Jérémy? Ben, parce que c'est bien ce qu'elle dit. Je ne sais pas, j'ai eu entendre, écouter quelque part un jour, on disait que le panier de la femme, il est percé. Voilà, pour que simplement, comme elle l'a dit, je ne savais, moi, quand j'ai écouté que le panier de la femme, il est percé, moi, je me suis dit que, en fait, il était totalement percé, il était ouvert tout en bas, alors que là, en apportant cette précision-là, je me rends compte que c'est juste des petites ouvertures-là que l'on retrouve dans le panier, aux extrémités, ou partout sur le panier, qui constituent les trous en question, qui font que quand les problèmes s'accumulent, quand ça devient trop pesant, les problèmes repartent d'eux-mêmes. Ils sortent à travers les petits trous que l'on va retrouver sur le panier. Super, merci pour cette précision. Moi, je pensais à un gros trou en dessous du panier. Et après, je m'étais même posé la question, mais si le panier est vraiment perforé par le bas, et la nourriture que la femme prépare, comment ça fait pour rester dans le panier? Je réalise aujourd'hui, je peux conclure que donc, le panier, ça garde tout ce qui est positif et ça rejette tout ce qui est négatif. Ok, d'accord. Sur les mots de Jérémy, ça garde tout ce qui est positif et ça rejette tout ce qui est négatif. Bien sûr, on parle panier dans le mari. Coutumier. Donc, vous avez relevé tout à l'heure, Florida, que le panier, c'est ce qu'on appelle généralement, c'est avoir pour la femme, c'est-à-dire ce grand cœur. Bien sûr, c'est très belle expression. Pouvoir supporter tous les actes du mariage. Du ménage, voilà, ménage. Mais de nos jours, la symbolique du panier, c'est bien, mais de nos jours, on en trouve ces femmes. Ah, je vais me permettre l'expression là. Chez nous, au Gabon, on dit le Congo ça. Ah ouais. C'est-à-dire les problèmes qui se trouvent dans le foyer, on retrouve ça dehors. Salon de coiffure. Est-ce normal? Déjà, c'est pas normal, c'est l'image de son couple. C'est pas normal de divulguer tout ce qui se trouve dans son couple dehors. Donc, je crois qu'il y a quand même un problème, pas au niveau du couple, mais au niveau de la personne, au niveau de la femme. Il manque une certaine maturité chez ces dernières. Pourquoi elles réagissent ainsi? Là, c'est le caractère, en fait. C'est au niveau du caractère. Déjà, on ne change, c'est pas à l'homme de changer le caractère d'un homme. C'est Dieu qui change la nature d'un individu. Donc, si c'est quelque chose que la personne a toujours cultivé bien avant d'aller dans le foyer, c'est normal que un petit comportement se retrouve dans le foyer. D'où le Congo, ça. Si la personne cultivait ça avant d'aller au foyer, c'est pas évident que cela se détache automatiquement dans son couple. Donc, c'est un travail qui se fait. Voilà pourquoi le panier, il est troué. Il y a des choses qui peuvent s'agripper dans ces trous-là, mais que l'on travaille au fur et à mesure. Donc, si moi je comprends bien, d'après ce que tu dis, la femme devrait avoir un panier, mais devrait avoir un cœur plus grand que le monde pour pouvoir éviter que ces problèmes se trouvent en dehors de la maison. Disons, Dieu nous a créés ainsi. La femme, elle est celle qui garde plus des choses en fait que l'homme, en fait. Oui. Quand on regarde bien la manière dont Dieu a créé l'homme et la femme, elle est plus sensible aux paroles, aux choses qui sont comme le toucher. Ouais, tandis que l'homme, l'homme est plus dans les actes, dans les choses, dans l'action-réaction. Et la femme est plus dans l'observation, dans ce qui touche, dans les paroles. Donc, du coup, dire que... Au fur et à mesure c'est seulement les femmes sont sensibles. Il y a des femmes aussi qui ont un tempérament. Certaines, dès que la célébration du mariage est terminée, le panier en question, ça va à la poubelle. Bien sûr, tu vas légaliser, donc tu vas avoir... ça va à la poubelle, la guerre commence ta famille, maintenant. etc. Voilà. Tu vas voir ça. Quand le mari a ronflé, ça ne va pas passer. Elle va bloquer ça, elle va dire, mais tu ronfles tous les jours, tu ronfles trop. Voilà. Il faudrait inviter ces femmes-là d'ailleurs à vraiment prendre en considération ce qu'est ce panier-là. Il faudrait vraiment qu'elles prennent conscience de l'importance du rôle, de la philosophie cachée derrière ce panier-là. Donc, Florida, pour en réagir, bien. En fait, que chaque femme réalise combien de fois la signification des éléments que l'on porte lors de nos mariages coutumiers a vraiment des grandes valeurs que l'on peut inculquer dans notre comportement et dans notre caractère. Quand quelque chose pourra subvenir dans le couple, en fait, on se rappelle automatiquement
des engagements que représentent les différents accessoires que nous portons lors du mariage coutumier. Donc, chers téléspectateurs, vous l'avez si bien compris, on s'appesantit plus sur les femmes. J'espère que les femmes ont compris. Dorénavant, on n'allait plus congosser vos maris. Supportez vos Voilà, problèmes, portez vos paniers. Portez vos paniers. Dans des restos, dans des bars, etc., etc. Vous avez compris ce que signifie le port du panier dans les mariages coutumiers. Donc, c'est sur ce qu'on se retrouve tout à l'heure à la chronique La Minute Juridique. Chers téléspectateurs, vous pouvez interagir sur le numéro qui s'affiche au bas de vous. Donc, à la Minute Juridique ce soir, Jérémy, nous allons parler des principes généraux de droit. J'ai posé cette question, qu'est-ce que les principes généraux de droit? Merci pour la question, merci d'aborder cela. Oui. Voilà, on dit principes généraux de droit ou du droit, par abréviation PGD. C'est simplement, ce ne sont que des règles non écrites de portée générale qui ne sont formulées dans aucun texte. Voilà. Ce sont des règles comme ça. Ça s'applique en droit, ça s'applique au sein des administrations. Mais ce n'est pas écrit quelque part. Ce sont des règles non écrites et considérées comme s'imposant à l'administration ou à l'État. Donc, pour le juge, lorsque l'on a violé des principes généraux de droit, ça revient au même fait que l'on aurait violé la loi. D'accord, toujours dans les principes généraux de droit. Est-ce que, Jérémy, on peut avoir quelques exemples de ces principes généraux de droit? Oui, tout naturellement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je peux déjà ici citer l'égalité des usagers devant le service public. Voilà, en dehors de ça, on a l'égalité de tous devant les charges publiques. On a l'égalité d'accès aux citoyens, des citoyens aux emplois publics. Voilà. Comme autre principe généraux de droit, Bernie, on a également l'égalité des armes à l'occasion d'un procès. Égalité des armes, qu'est-ce que c'est? L'égalité des armes à l'occasion d'un procès. Bon, il faudra savoir que à l'occasion d'un procès, quand deux personnes se retrouvent devant le juge, ça peut être une personne publique ou une personne privée, telle que nous. Lorsque l'on se retrouve devant le juge, c'est parce qu'il y a un problème. Alors, chacun de nous doit être assisté d'un avocat. Donc, il y a la partie demanderesse et la partie défenderesse. Donc, ceux qui vont saisir le juge pour demander au juge de sanctionner. Et il y a ceux-là qui vont dire au juge, moi, je n'ai rien fait. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, il faudrait que la partie qui va saisir le juge ait ce qu'on entend par arme ici. Ce sont quoi? Des arguments, des preuves qui justifient, qui l'apportent devant le juge pour dire que moi, je veux que vous puissiez sanctionner Bernie parce qu'il a fait telle ou telle chose. Donc, l'égalité des armes ici fait en sorte que le droit donne la possibilité également à Bernie d'apporter des preuves pour se disculper. En disant que oui, monsieur le juge, vous m'appelez ici, mais donnez-moi aussi la possibilité d'apporter des preuves qui justifient que ce n'est pas moi qui ai fait telle ou telle chose. C'est ça l'égalité des armes. Donc, si moi je vais t'attaquer, j'amène mes preuves, toi également tu as le droit, tu as la possibilité d'apporter tes preuves. Et vous voyez, c'est un principe général de droit. Ça s'applique partout. Bon, déjà, moi, quand tu as parlé le port des armes, moi, je voyais déjà l'arme, en fait. L'arme blanche. Non, ben, c'est vrai que... Donc, ça veut dire que si je suis à mesure d'aller devant un tribunal, en fait, pour me défendre, j'ai le droit de porter une arme blanche sur moi. moi. Mais moi, je pense, c'est pas faux. Quand on va écouter ça, c'est un peu savant, en fait. Alors que ça n'a rien de la savanterie. Moi, quand j'étais également débutant dans mes études, j'écoute le principe général de droit qui est simplement l'égalité des armes au procès. Égalité des armes au procès. Quoi? Chacun vient avec une arme, l'autre vient avec la machette, l'autre vient avec le fusil. Mais non, c'est pas ça. L'égalité des armes est simplement le fait que le droit donne la possibilité aux parties au conflit, donc aux deux personnes en conflit, d'apporter leur élément de preuve. D'accord. Jérémy, moi j'ai une question. Quelle est la place des
Alors, déjà, on va revisiter la question de la hiérarchie des normes. Oui. La hiérarchie des normes n'est tout autre que l'émanation de Hans Kelsen, qui a simplement décidé du fait que les normes les plus petites se trouvent en bas de la pyramide. Oui, et les normes... Hans Kelsen, bon, si je ne me trompe pas, c'était un Autrichien. Voilà, c'est un Autrichien. Je confonds souvent entre l'Autriche et la Norvège, mais je suis sûr que Hans Kelsen était un juriste autrichien. Voilà. Même si c'était un Gabonais. Non, il y en a beaucoup de juristes gabonais, des brillants qui sont intervenus sur cette question. On a par exemple Max Raimondo, un ancien grand juriste gabonais, il s'est prononcé sur la question, sur ces questions-là. Il y a aussi le professeur Guillaume Pombu-Chivunda, qui a d'ailleurs créé, il a conçu, comment on appelle ça, les grands arrêts de la jurisprudence administrative gabonaise. Donc, vous voyez la place des principes généraux de droit dans la hiérarchie des normes. Vous savez que les principes généraux de droit ne sont que l'émanation du juge. C'est le juge, dans son office, c'est-à-dire le fait de juger tout le temps, il finit par dégager des règles, il finit par dégager des principes qui viennent s'appliquer. On va prendre un exemple, dans le passé, quand il n'y avait pas encore le principe de l'égalité des armes au procès, on voyait qu'il y avait souvent une absence d'équité ou d'égalité entre les deux parties concernées au problème, au litige. Donc, le juge, pour éviter qu'une partie soit défaillante, il a simplement mis en place ce principe-là. Il a dégagé ce principe. Alors, si c'est le juge qui dégage les principes généraux de droit, les principes généraux de droit simplement occupent la même place que la jurisprudence. Donc, dans la hiérarchie des normes, on pourrait placer les principes généraux de droit au même rang que la jurisprudence. Donc, pour la refaire rapidement, pour essayer de représenter cette pyramide rapidement comme l'a fait Hans Kelsen, nous avons au sommet le bloc de constitutionnalité, autrement dit la Constitution. Nous avons le bloc de conventionnalité, ensuite, donc autrement dit les traités internationaux ou encore le droit communautaire, en dessous desquels le bloc de l'égalité, autrement dit la loi. On va parler de la loi organique, la loi ordinaire, la loi référendaire. Et en dessous de la loi, nous avons simplement la jurisprudence qui sont les décisions rendues par les juridictions sur un problème de droit à un moment donné. Vu que c'est le juge qui crée la jurisprudence et que c'est également le juge qui dégage les principes généraux de droit, ça veut dire que les principes généraux de droit et la jurisprudence peuvent être au même rang. Et après la jurisprudence et les PGD viennent ensuite les actes administratifs, autrement dit le bloc réglementaire. Ce que nous avions étudié plus tôt dans la minute juridique. J'ai plus de questions pour Jérémy pour aujourd'hui. Donc, Jérémy, oui, un petit résumé pour les téléspectateurs qui nous regardent depuis Franceville. Voilà. Pour mes parents de Franceville, il faudrait juste savoir que quand l'administration est emmenée à fonctionner, elle ne fonctionne pas qu'en respectant les textes. C'est vrai que les textes sont là, ils sont préétablis. Avant de faire quelque chose, l'administration se base sur les textes. Mais sachez qu'il n'y a pas que des textes. Il existe aussi des principes généraux de droit qui sont peut-être similaires aux principes généraux de vie. Parce que quand on arrive souvent dans des administrations, on fait passer les femmes enceintes avant, on fait passer les personnes âgées avant. Lorsqu'un jeune est assis sur une chaise, il cède la place au plus grand. Lorsqu'il est dans le bus, il cède la place au vieux. C'est également les principes généraux de vie. C'est par correspondance, ça reflète ici. On peut assimiler cela aux principes généraux de droit, qui sont simplement des principes que dégage le juge, qui ne sont pas écrits, mais que le juge veille au respect de la part de l'État et de l'administration. Merci Jérémy. Je vous en prie, Bernard. Merci Florida. Chers téléspectateurs, le temps qui nous a été donné pour cette partie. Donc Jérémy, si vous avez des personnes à saluer. Bien sûr. À faire. Toujours à l'extérieur du Gabon, parce que la quotidienne elle est suivie par quasiment beaucoup de personnes à l'étranger. On va repartir du côté de la France. On ne va pas oublier. On va saluer Chriselle depuis la France. On va saluer ici Madara, comme d'habitude. On va saluer Uri. Voilà. Et on ne va pas oublier notre équipe du Sénégal, qui sont toujours connectés, qui sont toujours câblés, qui sont d'ailleurs en train de nous écrire sur la chaîne YouTube. On va saluer ici
Pongui André. On va saluer ici Diallo Mamadou Souké. Et ici au Gabon, on va simplement saluer des personnes qui nous like, qui nous soutiennent, qui nous encouragent sur Facebook, sur YouTube et même sur Snapchat. Florida. Oui, un coucou. Je salue déjà toute ma famille du côté du Rwanda, mes sœurs. Ah oui. Voilà, qui nous suivent massivement. Ils suivent beaucoup la quotidienne. Et à ma famille aussi du côté de Nzengayon. Et à mon grand frère du côté de PK11. Bisous. Super. Moi, je vais saluer comme ça la régie. Ouais. Qui fait un bon travail. Un travail remarquable. Qui nous rendent beaux, belles. Voilà, ce soir. Comme ça, je n'oublie pas au passage Alec Bourgeois-Tinga. D'accord. Floris, ah oui, le légendaire Floris. Très en veste aujourd'hui derrière la caméra. Ah ouais. Donc, Ariel, sans oublier les spectateurs qui nous regardent de par le monde, le Gabon, la France, le Sénégal, le Cameroun. Depuis Mabanda. Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a le Wi-Fi là-bas, Mabanda. Il y a le Wi-Fi. À Mouila, à Boué, au Konja. Voilà. Donc, nous allons nous quitter, chers téléspectateurs, et se retrouver la semaine prochaine. Mais n'oubliez pas, lorsque vous sortez, le dehors est protégez-vous. Et n'oubliez pas les mesures barrières édictées par le gouvernement. Sur ce, ciao, ciao.